Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition du 19h30, les activités marquant la semaine nationale du bilinguisme. Le lancement a eu lieu ce lundi à Edea dans la Sanaga maritime. Fil conducteur de ces activités, intelligence artificielle au service du bilinguisme. Et puis en sport, on reste attentif à ce qui se passe dans l'organisation de la CAN féminine 2026. L'Afrique du Sud, pressentie pour prendre le relais après le Maroc, s'est finalement rétracté, créant ainsi une situation confuse. Voilà pour les titres. Intelligence artificielle au service du bilinguisme, c'est le fil conducteur de la 21e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, dont les activités ont été officiellement lancées ce lundi à Edea. Nous sommes dans le département de la Sanaga maritime, région du littoral. À regarder de près, les autorités publiques, les enseignants et les élèves se mettent ensemble pour explorer les opportunités qu'offre la technologie nouvelle pour promouvoir les deux langues officielles, tout en rappelant l'importance de l'échange culturel et humain qui reste donc actif dans la construction d'un Cameroun uni. Il faut dire qu'à la faveur de cette 21e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, l'on peut tout naturellement s'intéresser à l'évaluation de la pratique réelle du bilinguisme dans notre pays. Toute proportion gardée, le bilinguisme tel qu'on le vit se limite au cadre scolaire. Il peine encore à prendre corps dans le corps social. Nous le voyons dans ce reportage de Yves Zembida. Deux langues officielles, un même territoire, le Cameroun se définit comme un pays bilingue, mais sur le terrain, entre le français et l'anglais, la cohabitation reste inégale. Personnellement, à l'école, très peu de personnes parlent l'anglais. Tout le monde a l'habitude de dire c'est Dieu qui donne la culture, que ce soit au cas, que ce soit à l'école. Sur les bancs de l'école, le bilinguisme s'apprend, mais se pratique-t-il vraiment? Certains citoyens jonglent avec les deux langues, quand d'autres, plus nombreux, n'y parviennent pas toujours. Nous autres qui n'avons pas connu peut-être l'enseignement anglais à l'école primaire, cela ne nous est pas favorable. Nous sommes obligés de se rendre peut-être dans un centre professionnel pour se performer en anglais et de pouvoir être bilingue. Pour beaucoup, le bilinguisme camerounais s'arrête à la salle de classe. Quelques heures de cours dispensés, au mieux dans certains établissements, ne suffisent pas à créer un véritable réflexe linguistique. De voir un citoyen camerounais qui dit « je suis bilingue », ou plutôt des citoyens qui disent « je suis anglophone », « je suis francophone ». On va dire 1 heure, 2 heures d'anglais par jour, non même par semaine. C'est pas de cette manière-là qu'on va prendre une manière. Dans les rues, au marché, dans les administrations, le constat grandit. Le bilinguisme tel qu'il est promu ne favorise pas l'intégration, mais plutôt une logique de blocage où les échanges se font rares, parfois teintés d'un malaise silencieux. Non, parce que selon moi, je vois qu'il y a encore quelques discriminations entre francophones et anglophones. Dans le cas où peut-être, dans mon cas, quand peut-être je suis à l'amphi, vous allez voir c'est un clan qui peut aller se resserrer entre anglophones et d'autres se resserrer entre francophones. Plus qu'un slogan, le bilinguisme demeure un défi quotidien au Cameroun. Il pourrait briser les frontières du repli et renforcer l'unité nationale, mais tant qu'il reste cantonné au stade des théories incertaines, cette promesse nationale continuera de s'éloigner de l'idéal proclamé. Vous le voyez avec moi dans le fond, le bilinguisme, c'est une réalité complexe au Cameroun et ce n'est pas excessif de le dire. Les défis sont nombreux, les enjeux importants. Nous le voyons dans ce reportage de Fabiola Achama. De nos jours au Cameroun, être parfaitement bilingue présente de nombreux avantages. Sur le plan professionnel, les employeurs recherchent activement les sujets bilingues, offrant souvent des postes plus diversifiés et des salaires supérieurs aux employés capables de maîtriser les deux langues officielles. Moi, j'ai fait mes études à Bamenda à l'époque. Ce qui m'avait permis d'avoir un emploi dans le Haut-Commissariat d'Afrique du Sud parce qu'il fallait être bilingue. Ça m'a permis, ça m'a facilité. Je n'ai pas beaucoup chômé. Je suis arrivé à l'université. Après l'université,
l'Afrique du Sud a ouvert son haut commissariat, j'ai été recruté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si déjà vous ne parlez pas l'anglais et le français, dans l'emploi vous ne pouvez pas travailler. Si on vous donne un dossier qui est rédigé en anglais, vous ne pouvez pas le traiter facilement si vous ne comprenez pas les deux langues. En outre, le bilinguisme est présenté comme un atout d'unité nationale permettant de briser les barrières entre les communautés anglophones et francophones. L'avantage pour un Camerounais qui parle français, anglais, c'est que quelle qu'en soit la zone dans laquelle ce Camerounais se retrouve, il doit être capable de pouvoir comprendre et s'exprimer sur toute l'étendue du territoire, que ce soit la zone anglophone, que ce soit la zone francophone. Sur le plan communicationnel, il permet d'échanger plus facilement, non seulement au Cameroun, mais aussi à l'international, en accédant à une plus large gamme d'informations et de réseaux. Déjà, le fait de parler deux langues vous permet d'être ouvert dans le monde, ouvert à tout le monde et pouvoir communiquer, ça vous ouvre les portes. Ça a beaucoup d'avantages que d'inconvénients en tout cas. Aujourd'hui, poussés par la mondialisation, les Camerounais, par des initiatives privées et des choix éducatifs, réinventent le bilinguisme, non plus comme un héritage du passé, mais comme un investissement tourné vers l'avenir. Un coup de pouce aux collectivités territoriales décentralisées, comme vous le voyez en image. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a procédé ce lundi au lancement des projets transférés par son administration aux communes pour l'exercice budgétaire 2026. Près de 9 milliards de francs CFA ont été alloués à 145 communes à travers le pays, dont 3 milliards uniquement pour les régions du centre, du sud et de l'est. À cette occasion, Célestine Kétia-Cortés a exhorté les exécutifs communaux à anticiper les procédures de passation de marché pour éviter les délais de forclusion. L'idée, c'est aussi d'impliquer tous les acteurs, y compris les services décentralisés de l'État, pour une synergie fluide et un partage d'informations. Pour la réussite de cette opération, il faudrait encadrer strictement les entreprises adjudicataires afin d'assurer l'achèvement des travaux dans les brefs délais. Je vous invite à regarder le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans cet extrait sélectionné par Lucien Bala. Il s'agit pour nous, par cet exercice chaque année, de nous assurer que les maires sont bien conscients des projets à eux transférés, que les maires savent que le temps joue contre eux et qu'il faille mettre en œuvre ces projets selon les règles de l'art et dans les délais pour répondre aux vœux du président de la République de la modernisation et l'amélioration des conditions de vie et des cadres de vie de nos populations. Je me réjouis de ce que, sur les projets transférés en 2025, en dehors d'un ou deux projets en souffrance, les projets ont été mis en œuvre à 100%. J'ai donc demandé aux services déconcentrés de continuer à accompagner les maires, aux maires de travailler main dans la main avec les ingénieurs au niveau local que sont nos délégués départementaux et de tout faire en cette année aussi électorale, de mettre en œuvre ces près de 3,5 milliards que le président de la République a demandé de transférer parce que les ressources vont aux communes en s'accroissant. Comme l'Association des communes Les Unies du Cameroun, il faut dire que la démarche du ministre de l'Habitat et du Développement urbain va susciter ce qu'on appelle là-bas l'éveil des exécutifs communaux. Le vice-président des CVUC, qui est Anissé Akwa, par ailleurs maire de la commune d'Akoeman, s'est exprimé au micro de Lucien Bala. Nous rentrons très satisfaits de cette séance de travail qui nous a permis d'évaluer l'année budgétaire 2025 avec les projets du MINDU et de voir les difficultés que chaque région a traversées et les points positifs. Ça permet de mieux préparer l'exercice 2026. Et nous partons donc très ragaillardis et galvanisés de ce que nous devons réaliser à 100%. Les projets affectés, les ressources transférées à nos collectivités pour cet exercice 2026.
Et puisque nous parlons du développement local, il faut dire que les ingénieurs de génie civil sont invités à s'engager fortement dans la politique. Samedi dernier, ils ont tenu en Balmayo une assemblée générale pour parler de ce qui a été fait en 2025 et voir les perspectives. Et parce que nous sommes à la veille des élections municipales, ils se sont engagés à travers un appel lu par le président de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil, Kizi Tongwa. Ils se sont engagés à véritablement prendre part aux prochaines élections. Ils sont donc invités à s'inscrire massivement sur les listes électorales et surtout à pouvoir se battre pour occuper les exécutifs communaux, pour occuper des postes au sein des collectivités territoriales décentralisées. Aux assises de Mbalmayo, de jeunes ingénieurs se sont également exprimés parce qu'ils ont eu l'occasion d'entrer dans l'ordre en prêtant serment et Fabiola Atsama a pu approcher deux d'entre eux. Ils se prononcent sur l'avenir de cette profession. Déjà, le point fort qui m'a marqué, c'est que l'ordre reconnaît ces ingénieurs en qualité. Donc déjà, cette reconnaissance de l'ordre montre que les ingénieurs de génie civil sont valorisés au Cameroun et que il faudrait qu'on continue d'œuvrer dans ce sens, qu'on continue d'impulser le pas aux jeunes pour pouvoir s'imprégner du métier. Et le conseil que je donnerais par rapport à tout ça, parce que hier, je ne sais pas si vous savez, on a eu un atelier sur la pose des grittes sur la route pour empêcher les fissures. Donc, ce sont des géotextiles qui empêchent les fissures. Donc, vous voyez que l'ordre œuvre dans les nouvelles technologies, dans l'industrialisation, que ce soit dans le BTP, dans le BTP en général, dans les bâtiments et travaux. J'invite tous les ingénieurs à impulser le pas sur l'industrialisation, impulser le pas sur les nouvelles technologies qui puissent faire en sorte que nous atteignions déjà les objectifs de la SND 30 et qui puissent faire en sorte que le pays soit émergent plus vite. Au niveau local, dans les mairies, pour pouvoir donner le rythme au développement. Vu que on peut pas, sans les ingénieurs, le pays, on peut pas vraiment faire, on peut pas vraiment se développer sans les ingénieurs. Oui, donc ce sont les points phares dont on a souligné, dans notre implication dans les projets à distance dans les entreprises. Là, ça ne se limite pas seulement là-bas. Donc, pour mieux faire un impact au niveau social, il faut s'impliquer. RC l'a annoncé, le recouvrement des créances de l'État va monter en puissance cette année 2026. Dans un contexte marqué par la persistance des impayés et la complexité du recouvrement des créances publiques, l'État camerounais s'appuie donc sur la société de recouvrement des créances qui a une certaine expertise. Par son appui conseil, cette structure accompagne à la fois les administrations publiques dans l'assainissement de leur portefeuille de créances en vue de sécuriser les ressources publiques et d'améliorer la gouvernance financière. Plus de détails dans ce reportage de Christian Elundu. Face à l'accumulation des impayés et des créances difficiles à recouvrer, l'État camerounais mise sur l'expertise de la société de recouvrement des créances. À travers son appui conseil, la SRC accompagne les administrations publiques dans l'amélioration de la gestion de leurs créances. Cet appui conseil s'adresse prioritairement à l'État, à ses démembrements et aux institutions publiques confrontées à des difficultés dans le suivi et le recouvrement de leurs créances. Le rôle de la SRC, c'est d'évaluer les créances sur des méthodologies qui sont éprouvées et approuvées pour donner une valeur correcte à l'État. Mais cette évaluation des créances n'est pas réservée comme cas de restructuration. Toutes les institutions qui veulent savoir la situation de leur portefeuille peuvent réclamer les services de la SRC pour l'évaluation des créances. La SRC intervient sur plusieurs axes: diagnostic des créances, conseil juridique, gestion du contentieux, optimisation des procédures et renforcement des capacités des équipes administratives. Vu l'expérience de la SRC, vu l'expertise de la SRC, vu les outils dont dispose la SRC, nous sommes plus aguerris à recouvrer. On sait distinguer les créances. Là, au niveau, ceux qui sont recouvrables, ceux qui ne sont pas recouvrables, ceux qui sont à tel niveau, tout ça. Après qu'on se soit rendu compte qu'on ne peut pas recouvrer une créance, l'administration est forte
de demander à l'administration fiscale que ces créances-là sortent parce qu'elles sont devenues totalement irrécouvrables, avec la documentation législative qui vont avec. L'objectif final reste l'assainissement du portefeuille des créances publiques, un travail qui commence par l'identification des créances recouvrables, les priorisations des actions et la sécurisation juridique des procédures. Il faut savoir que la SSC agit sous mandat. Et nos mandats sont des mandats de représentation et de recouvrement. Donc en général, on se substitue aux créanciers. C'est-à-dire c'est ou l'État ou alors l'entité qui nous a confié son portefeuille. Et à ce titre, donc, on agit de plein droit. C'est-à-dire que s'il faut rester en justice, nous allons en justice et nous produisons tout et sur le dossier de bout, nous initions et on sur le dossier jusqu'au bout. Le soixantenaire de la jeunesse, donc je crois que ça va commencer pendant la onzaine, mais ça va se poursuivre tout le long de mois, tout comme d'autres activités de sensibilisation, d'information, de mobilisation et de soutien apporté par différents partenaires, y compris la jeunesse elle-même, particulièrement celle de la diaspora, qui est aujourd'hui plus que jamais impliquée dans les chantiers de construction nationale, comme l'a voulu le chef de l'État en leur lançant à chaque fois l'appel de venir participer. Nous restons dans la région de l'Est, cette fois pour parler de la politique. Il s'agit précisément de l'activité de la section RDPC Oignon Centre 3 qui vient de tenir une conférence. Eh bien, cette unité politique s'est rassemblée à Atox. Atox, c'est le chef-lieu de la mairie. L'objectif était donc de renforcer la mobilisation des militants et mieux préparer les échéances qui sont annoncées, notamment les municipales et les législatives. Et pour Yves Bach, qui est maire de cette commune, la rencontre a permis de mieux préparer la base militante. Le reportage est signé Anissé Mbazoua, notre correspondant à l'Est. C'est un véritable soldat politique que le président de la section RDPC Oignon Centre 3 a présidé la conférence de section de son unité politique. Une rencontre stratégique à l'heure où le parti entend mieux se préparer aux batailles électorales à venir. Une résolution majeure développée en 5 grands points. Comment nous organiser pour aborder favorablement dans la discipline et le respect des textes du parti les prochaines échéances électorales. Comment travailler avec la base militante pour promouvoir ou alors accompagner le président de la République dans son exaltante mission, qui est celle d'assurer la paix, le développement et la sécurité au Cameroun. Dans une ambiance à la fois festive et studieuse, les communicants du RDPC ont entretenu les militants autour de plusieurs thématiques, notamment la mobilisation de la base, la communication politique et la fidélité aux idéaux du parti. Cette conférence de section a également servi de cadre pour dresser le bilan des échéances électorales passées afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour les futures consultations. C'était le temps pour nous de nous arrêter un moment, de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, d'une manière générale avec l'organisation des élections présidentielles du 12 octobre. Nous savons que les élections municipales et législatives sont principalement appelées des élections locales et tout dépendra de ce que les militants feront sur le terrain pour que le président de la République garde la puissance qu'il a toujours eue. Moment fort de cette rencontre politique, la présence du chef de la délégation permanente du comité central du RDPC, Joseph Lé, venu auréoler la conférence et encourager le président de la section pour son dynamisme et son engagement militant. Dans l'actualité hors de nos frontières, il faut signaler cette nouvelle alerte sanitaire qui a été déclarée au Malawi. Il s'agit d'une épidémie de poliovirus de type 2 dérivée d'une souche vaccinale et les autorités sont vivement inquiètes. Elles tirent la sonnette d'alarme sur la dangerosité de ce virus qui peut provoquer des handicaps physiques et irréversibles. Au Gabon, tout à côté, on renforce la gestion durable des ressources énergétiques grâce à la centrale de gaz de Muyumba qui a été officiellement lancée.
Et puis, nous parlons de l'Alliance des États du Sahel qui a fermement condamné, comme vous vous rappelez, l'attaque perpétrée contre l'aéroport international Diori Amani, c'est à Niamey, au Niger. Le président de cette organisation qui réunit donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a demandé à ce que cela ne se répète plus. En sport, nous parlons de cette situation embarrassante, on parlerait plutôt d'un imbroglio dont la Confédération africaine de football se serait passée. En l'espace de quelques heures, l'Afrique du Sud a successivement annoncé avoir récupéré l'organisation de la CAN féminine 2026 au détriment du Maroc avant de se rétracter dans la précipitation. On va continuer au sein de la rédaction des Binous One à suivre cette actualité sportive. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du 19h30. Nous nous retrouvons demain, s'il plaît à Dieu.